Vous avez probablement déjà vu ces étranges avions doubles avec deux cabines, et vous vous êtes demandé pourquoi leur conception est si étrange. Quel était le but de ces étranges avions doubles? On appelle ces avions des avions à double fuselage, et leur design particulier avait plusieurs fonctions très utiles pour les armées du monde. Ils sont présents depuis pratiquement le début de l'aviation, et contrairement aux avions à double queue, ils n'ont pas disparu et continuent d'exister. De nombreux avions à double fuselage avec des usages variés. Le premier avion militaire à double fuselage a également été l'un des premiers destinés à combattre les zeppelins allemands. Le premier avion à double fuselage était le Blackburn Twin Blackburn anglais, qui a été fabriqué en 1914 pour combattre les zeppelins allemands. Les deux cabines du Twin Blackburn étaient séparées de 3 mètres. Donc le bruit du moteur faisait que les membres d'équipage devaient te communiquer par signes. Ils lançaient des bombes incendiaires de 500 grammes dans l'espoir que certaines réussiraient à faire exploser les réservoirs de gaz. Mais cela a disparu en 1917, dès que les dirigeables ont cessé d'être utilisés dans le conflit. De plus, il s'est avéré avoir des performances bien inférieures à celles attendues, ayant des problèmes pour monter à l'altitude nécessaire pour se positionner au-dessus des zeppelins. Un autre qui est apparu très tôt dans le monde de l'aviation était les Savoia Marchetti, 55 et S-65 italiens, qui ont été fabriqués en 1924, pour patrouiller et pour servir de bombardier. Peu de temps après son introduction en service, il a commencé à battre des records de vitesse, de charge utile et d'altitude. Mais ses plus grands succès ont été sur l'Atlantique, étant impliqués dans les premières traversées de l'Europe à l'Amérique. Par exemple, en 1932-24 S-55, ils ont volé de l'Italie à Chicago, aux États-Unis, dans un vol qui a duré 48 heures. Ce n'était pas un hydravion, c'était une hydrocano, donc il n'avait pas de flotteur qui servait de stabilisateur, mais sa flottabilité était obtenue par la coque de l'avion, lui-même. Son moteur était au-dessus de lui-même et était vraiment gigantesque. Le 66 était encore plus unique que le S-55, car il était plus grand, avait 3 moteurs au lieu d'un, et était équipé pour de longs vols. La salle de bain et 7 sièges passagers s'ajoutaient à l'espace pour l'équipage. Et il était si bon qu'il a même été utilisé comme avion de sauvetage au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais un avion similaire au S-55 et au S-66, mais peut-être un peu plus intéressant. C'était le soviétique Tupolev Andrei Nikolaevitch Tupolev 22, qui a été fabriqué en 1934 et était colossal. En fait, c'était le plus grand avion fabriqué par l'Union soviétique jusqu'en 1960. Il était conçu pour effectuer des vols de longues, très longues distances. Cependant, lorsque le projet a été terminé, il était déjà obsolète. Ayant un rendement vraiment médiocre lors des premiers tests qui ont été effectués à Sébastopol, 1936. Et son projet a été annulé la même année, comme vous pouvez le voir, pendant la Première Guerre mondiale et la période de l'entre-deux-guerres. Les avions à double fuselage étaient spécifiquement conçus pour être des hydravions ou des canoës, grâce à la bonne flottabilité que le double fuselage leur conférait. Mais tout cela changerait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence d'un nombre abyssal de conceptions à double fuselage. Le premier d'entre eux serait le Henkel G111, qui avait une version à double fuselage conçue pour remorquer les lourds planeurs de charge allemands. Mais un plus intéressant serait le Messerschmitt 609, qui a été fait en 1941 pour remplacer le chasseur lourd bimoteur Bf110 allemand. Le Messerschmitt 609 a été réalisé en combinant les fuselages de 2 Messerschmitt 309, qui était un projet de chasseur allemand raté. C'est un peu inquiétant rien qu'à le voir. Était-il vraiment hors du commun? Il a servi d'inspiration pour d'autres projets, comme le B2009Z qui était la même chose, seulement avec 2 Messerschmitt B09, et un prototype a été réalisé à partir de celui-ci. Mais il a été endommagé en 1943 lors d'un bombardement, et son projet a été abandonné. L'Italie poursuivrait également le concept de ces avions, en créant l'ELSM-92, mais un seul prototype serait construit. Probablement pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui qui est considéré comme l'archétype des avions à double fuselage était le F-82 Twin Mustang, qui a été conçu pour escorter les bombardiers B-29 Super Fortress, et le but de combiner 2 P-51 Mustang en un seul avion. C'était pour lui donner une plus grande portée afin de pouvoir suivre le rythme des B-29 dans le Pacifique. Les B-29 Super Fortress avaient une portée de 3600 km. Donc, escorter ces monstres était quelque chose qu'aucun chasseur américain ne pouvait accomplir, à cette époque.
Le F-82 était essentiellement deux P-51 Mustang, reliés par l'aile et les stabilisateurs horizontaux. Il a effectué son premier vol en juin 1945. Mais la guerre s'est terminée 2 mois plus tard, donc son développement a considérablement ralenti, faute de guerre pour le motiver. Son développement s'est poursuivi jusqu'en 1947, où les données de renseignement ont montré que les soviétiques avaient déjà des bombardiers à longue portée basés sur les B-29, les Tupolev Tu-4. C'est pourquoi les Américains ont ressenti le besoin de fabriquer rapidement plus et de meilleurs bombardiers stratégiques. Et, bien sûr, aussi des escortes pour les accompagner. En 1948, le F-82 a commencé à être produit à cette fin, car il n'y avait pas de temps pour concevoir un nouveau chasseur à longue portée. Ainsi, le F-82 a été le dernier chasseur à moteur à hélice mis en service par les États-Unis. Pour le tester, il a volé de Honolulu, Hawaï, à New York, sans escale, et il est arrivé sans problème lors d'un vol qui a duré 14 heures. Au cours de ce voyage, le F-82 a parcouru 8120 km, avec une vitesse moyenne de 560 km. Dans son historique opérationnel, il a escorté les Boeing B-50, Super Fortress et les combines B-36 Peacemaker. Par la suite, ses rôles ont évolué avec la création des EFE-82 et des EFE-82, GE qui avait un radar au centre de l'avion pour la détection des cibles. Et aussi les EFE-82 sont entrés en combat en Corée, avec une performance régulière, enregistrant plusieurs pertes de chasseurs nord-coréens. Avec l'introduction d'avions à réaction, comme les F-94 Starfire, les F-82 ont été relégués à des fonctions secondaires, comme la reconnaissance ou l'attaque au sol. Le dernier F-82 serait retiré en Alaska en 1953. Déjà pour cette année, près de 300 F-82 avaient été produits. C'est probablement l'avion à double fuselage le plus réussi de l'histoire. Si vous vous demandez comment les pilotes faisaient pour piloter cet étrange avion, car il avait 2 cabines, eh bien, les 2 cabines contrôlaient l'avion. Le but de cela était que les pilotes se relaient sur les longs vols. Mais dans les versions du F-82 avec radar, la cabine de gauche était celle du contrôle de l'avion, tandis que la droite était pour opérer le radar. Après la Seconde Guerre mondiale, le concept d'avion à double fuselage est pratiquement mort pendant assez longtemps. De nombreux prototypes ont émergé pour transporter des charges assez particulières, comme l'Antonov AKS conçu pour transporter des navettes spatiales. Cependant, aucun de ceux-ci n'a été construit. Probablement, le seul avion à double fuselage actuel serait le Scaled Composite White Knight, qui a volé pour la première fois en 2008 et est utilisé pour transporter le véhicule suborbital Virgin Galactic Spaceship 2. Et celui-ci a une version encore plus grande, appelée Strato Launch, étant le véhicule volant le plus long du monde actuellement. Comme nous pouvons le voir, les avions à double fuselage ont eu des objectifs différents. Depuis leur utilisation comme flotteurs sur des hydrocanots, jusqu'à être des maisons capables de transporter le double d'armement. Et être 2 fois plus rapides que les avions conventionnels, jusqu'à être utilisés comme avions de transport. En général, lorsque les ingénieurs avaient besoin de doubler, que ce soit la vitesse de leurs avions, la capacité de charge ou leur autonomie, cela semblait assez logique à l'époque. Prendre 2 avions et les unir pour en faire un seul, avec le double des capacités d'un avion normal. Et bien que cela puisse paraître absurde, ce concept a réellement marché. Dans la plupart des cas, leurs rôles étaient si variés qu'il est difficile de penser aux inconvénients et avantages de ceux-ci. Et même si le concept était extrêmement étrange, ces avions étaient vraiment bons, et ont gagné leur place dans l'histoire comme un exemple de véritable ingénierie. Rappelez-vous que c'est le Guns Club. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, au revoir.